Donc, c'est maintenant officiel. Je suis en train d'enregistrer la réunion. Donc, à partir de maintenant, il faudra que ça fonctionne parce que ce sera gardé dans les annales de YouTube et il ne faudrait pas que ça fasse comme les 15 premières minutes de cette récupération-là. Donc, on a fait les 3 premières conditions. Donc, vous allez devoir être capable d'appliquer dans ces 3 conditions, dans des énoncés pour déterminer si l'équilibre est atteint. Et donc, si je vous dis que je suis dans un milieu, dans un bécher comme ça, et j'ai un équilibre qui est A solide plus B aqueux est en équilibre avec du C gazeux. Et je vous demande, est-ce que c'est possible d'atteindre un équilibre? Ben, vous devriez être capable de me dire que c'est impossible. Donc, la réponse, c'est que c'est impossible. Parce que comme j'ai un gaz, nécessairement, il faut être dans un milieu bouché pour pouvoir être à l'équilibre. Donc, maintenant que je suis dans un milieu bouché, comment je peux reconnaître que c'est un gaz, que c'est un équilibre? Bien, nécessairement, il faut qu'il me reste à la fois des réactifs et des produits. Et donc, il va falloir que j'ai un solide dans le fond. Il va falloir que j'ai un milieu aqueux, donc dans lequel j'ai une solution. Probablement que c'est de l'eau avec mon B qui est dissous dedans. Et finalement, il va falloir que j'ai de l'espace pour que mon C gazeux soit présent. Et si j'ai mes réactifs et mes produits, je suis dans un milieu fermé et que visuellement, donc la quantité de C, de B et de A est constant, là, en quel cas, je pourrais dire que c'est possible, je suis à l'équilibre. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point-là? Ça m'amène tout de suite à reconnaître graphiquement un état d'équilibre. Pour être à l'équilibre, il y a 2 graphiques que vous devez reconnaître. Faites attention. Le temps est toujours en X, ça ne change pas. Mais on peut vous parler de quantité ou de concentration. Ça revient au même. Et on peut vous parler de vitesse en fonction du temps. Pour être à l'équilibre, nécessairement, si je vais garder ma même équation, donc A, B et C, ma quantité et ma concentration, ben on va y aller pour commencer avec quantité. Donc, il faut que nécessairement j'ai à la fois du A et à la fois du B, mais si je n'ai pas de C, on peut dire que, au début, ça ici, c'est pas à l'équilibre. Pour être à l'équilibre, il faut que nécessairement du C se produise et là, on atteigne l'équilibre. Et ce C-là va arriver au détriment de mes réactifs qui, eux, vont diminuer pour atteindre leur plateau. Et c'est quand je vais avoir atteint ce plateau-là que je vais avoir à la fois des réactifs et des produits. Et je vais aussi avoir une quantité constante de réactifs et de produits que là, je pourrais dire que je suis à l'équilibre. Même concept pour la vitesse. La vitesse, si la vitesse de la réaction directe n'est pas égale à la vitesse de la réaction inverse, si ma vitesse elle est directe, elle est comme ça, et ma vitesse inverse, elle est comme ça, on n'est pas à l'équilibre. Cependant, si on atteint la même vitesse, à partir du moment qu'on a la même vitesse, on peut dire qu'on est à l'équilibre. Et maintenant, à partir d'ici, je suis à l'équilibre. Ici, je ne suis pas à l'équilibre. Donc, voilà pour le début du chapitre 7. Donc, on a fait ces 4 facteurs-là. On a fait 50% de la matière. Bien sûr, ce ne sera pas 50% des questions parce que la grosse partie du chapitre, c'est le châtelier qui sera présent. Donc, comment ça fonctionne? Pour chacune des modifications, vous devez savoir la réaction favorisée et les nouvelles concentrations à l'équilibre. Et ça me permet de différencier tout de suite la différence pour un solide ou un liquide, la concentration de la quantité. Après ça, placer et reconnaître graphiquement. Donc, on va y aller assez simple. On va y aller par les 3 facteurs, donc les concentrations, suivi de température,
suivi de pression. Donc, on va y aller pour ça, pour vos questions aussi, gérez-le. Donc, on commence par concentration. Si vous avez des questions de concentration, posez-les. Mais voilà. Je vais le faire de 3 façons parce que vous devez connaître un état d'équilibre de 3 façons. Le premier, c'est avec le tableau D, R, E. Le premier, c'est dans un graphique comme dans votre feuille réponse, où c'est un seul tableau, où c'est à la fois le R plus le E. Ensemble, on en reparlera. Et finalement, la troisième façon, ça va être graphiquement de quoi ça a l'air. On va y aller avec quelque chose de très simple, du A gazeux qui est en équilibre avec du B aqueux plus du C gazeux. Ma perturbation, ça va être une augmentation de la concentration de B. Donc, la perturbation, c'est toujours dans le D, on se rappelle. Donc, le D, c'est ma perturbation que je fais. Qu'est-ce qui s'est passé au début? Ben, j'ai augmenté le B. En augmentant le B, le système s'oppose à tout changement. Donc, comme il s'est opposé à cet ajout-là de produit, il va essayer de transformer ce surplus-là de produit en réactif. Donc, il va diminuer mes C au détriment de mon A qui, lui, augmentera. Et donc, à la nouvelle équilibre, de quoi ça va avoir l'air? Je vais avoir un système où j'ai plus de A. Je suis de retour à l'équilibre, mais j'ai, et ça c'est ultra important, plus de B parce que la perturbation est toujours plus importante que le retour à l'équilibre et moins de C. On va prendre une couleur, celle-là, comme ça. Et donc, voilà comment on a fait à l'équilibre des nouvelles concentrations. Le tableau qu'on va vous demander dans votre feuille réponse, bien, ça serait le même concept. Ça serait A gazeux qui est en équilibre avec du B aqueux plus du C gazeux. Et là, je vous demanderais, c'est quoi l'impact sur les concentrations? Et après ça, je vous dirais que la perturbation, c'est qu'on a augmenté le B. Je vous rappelle, c'est une bonne idée de faire la perturbation d'une couleur. Donc, la perturbation, c'est j'ai augmenté le B. En augmentant le B, on a trop de produits. Donc, encore là, on va favoriser la réaction inverse, ce qui va diminuer le C et augmenter le A. Donc, voilà comment on le fait avec un tableau, comme dans votre dernière question de votre examen, comme les choix, la réponse à développement de votre examen. Vous allez me dire, c'est pas vraiment un développement, vous avez raison. Donc, voici comment on va procéder. Et finalement, par graphique, donc, on remarque qu'initialement, on est à l'équilibre. Donc, je vais avoir une certaine quantité de A, une certaine quantité de B et une certaine quantité de C. On va y aller avec A, B et C. La perturbation, c'est qu'on a augmenté le B. Donc, on a augmenté le B. Et là, après ça, on va faire un retour à l'équilibre où on va diminuer. On va le mettre en jaune parce que c'est notre perturbation. Et après ça, on va avoir un retour à l'équilibre où on diminue le B, on diminue le C et on crée du A pour après ça retrouver un équilibre où j'ai plus de A, j'ai plus de B et bien sûr, j'ai moins de C là-dedans. Donc voilà pour la concentration. Michel, vas-y, question. Oui, moi j'ai une question à propos de la première et de la deuxième technique. Dans le fond, ben, genre les deux façons, là, les tableaux, c'est comme la même chose. C'est juste qu'il n'y a pas de flèche perturbation pour le deuxième. On y va tout de suite avec le changement à l'équilibre. Ouais, exact. OK, merci. Puis tu remarques que l'autre différence, c'est qu'on va mettre ici cette flèche-là, on ne va pas mettre la flèche à l'équilibre dans la deuxième technique. Ouais, c'est ça. Merci. Voilà, donc voici pour concentration. Est-ce que c'est quand même assez intuitif de dire si j'ai augmenté, bien nécessairement, on va essayer d'en enlever. Ça peut paraître un petit peu moins intuitif si la perturbation était, on a diminué le C. Là, c'est un petit peu plus difficile de se dire qu'on a diminué le C,
Comme on a diminué le C, ça veut dire qu'on manque de produits. Comme on manque de produits, nécessairement, on va devoir en recréer. Donc, on va diminuer le A et on va augmenter le B là-dedans. Je prends la question de Rindala qui m'avait écrit. Quelle technique doit-on faire? Ben, ça va être spécifié dans la question. Si je te demande, cette technique-là, elle est la plus complète, elle est la meilleure, mais celle-là, c'est sûr que je ne vais pas te demander de dessiner des graphiques, mais si je te donne ce graphique-là, tu dois être capable de me dire que j'ai augmenté le B pour après ça favoriser la réaction inverse. Et là, celle-là, ben, ça va être la question à la fin de ton examen. C'est cette technique-là que je vais faire parce que je vais t'en enligner plusieurs, comme augmenter le A. Puis là, tu vas devoir toutes les faire. Hamza, vas-y. Monsieur, ça a coupé quand vous avez expliqué la différence entre le premier et le deuxième. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer c'est quoi la différence? Ouais. Tu remarques que dans le premier, la première technique, ben, comme on a le DRE, ben, on le fait vraiment ce qui se passe initialement. Donc, au début, c'est quoi notre perturbation, retour à l'équilibre et finalement l'équilibre. Mais dans la deuxième technique, on va raccourcir le tout. Donc, on va simplifier ces trois étapes-là en une seule étape. On remarque que ben, ça ici, c'est ça ici, ça ici, c'est ça ici, ça ici, c'est ça ici. La seule différence, c'est qu'à la place de mettre notre flèche d'équilibre, on va aller mettre la flèche de perturbation là-dedans. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est juste que on vous demande de faire dans votre tête un tableau DRE, mais on corrige uniquement la conclusion. C'est bon, merci. C'est bien. Monsieur, dans le deuxième tableau, j'imagine que si, admettons, on a eu la quantité au lieu de la concentration, on aurait eu les mêmes flèches. Oui? Oui, tout à fait. Mais Merci. encore là, pour quantité et concentration, dans votre guide d'études et donc dans l'examen, on vous demande juste de différencier pour un solide et un liquide. Et donc, comme ça, c'est des gaz et des aqueux, nécessairement, on va vous demander concentration. Merci. Mustapha. Est-ce que dans la deuxième méthode, vous pouvez faire, si admettons on augmente le A, Ouais. Ben, tu peux le faire, en fait. Si on augmente le A, qu'est-ce que tu aurais dit? on diminue le B et le C. Non. On augmente le A dans notre perturbation. Donc, on a augmenté la quantité de réactifs. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Donc, on a trop de réactifs. Comme on a trop de réactifs, le système va favoriser la réaction directe pour consommer cette quantité de réactifs-là. Ça va donc créer des produits. Ah, ok, c'est bon, d'accord. Merci. Il faut vraiment le voir comme on met notre perturbation en première étape. Deuxième étape, on trouve la réaction qui va être favorisée. Puis après ça, la troisième étape, c'est on va mettre les flèches qui sont là-dedans. Est-ce que vous voulez que je fasse les graphiques pour la diminution de C et augmentation de A? Je ne pensais pas le faire, mais si c'est nécessaire, c'est pas si long que ça non plus. Pas d'intérêt, fantastique. Donc, avec tout ça, je passe j'ai terminé la concentration. Je vais maintenant m'attaquer à la température. Température, on va y aller encore très simple. Donc, ça va être le A qui est gazeux, qui est en équilibre avec du B qui sera aqueux. Et ce sera une réaction qui est exothermique. Même concept, on va le faire DAFE, on va le faire choix de développement, puis on va le faire à graphique. Donc, dans le tableau DRE, si on refroidit, c'est un peu plus complexe le refroidi. C'est un petit peu moins intuitif, le refroidi. On va avoir que c'est du A qui est en équilibre avec le B plus de l'énergie. Dans le D, donc dans la perturbation, comme on a refroidi, ça veut dire qu'on a diminué la quantité d'énergie. Comme on a diminué la quantité d'énergie, ça veut dire qu'on manque de produits, on a diminué la quantité de produits parce que dans l'énergie, on le considère comme un réactif ou un produit.
Et comme dans notre cas, c'est une réaction qui est exothermique, on le considère comme étant un produit. Et donc, c'est exactement la même chose que la concentration. Si on a diminué la quantité de E, ben on a diminué la quantité de produit. Comme on a diminué la quantité de produit, on va favoriser la réaction qui est directe. On va recréer de ce manque-là de réactifs qu'on a, ce manque-là de produits, on va essayer d'en recréer pour minimiser l'impact. Ça va donc diminuer le A et augmenter le B et créer de l'énergie. Mais à l'équilibre, on va avoir moins de A, de retour à l'équilibre, plus de B, mais encore, la perturbation est plus importante que le retour à l'équilibre, donc on aura moins d'énergie. Dans notre tableau, ça ressemblerait à A en équilibre avec B plus E. Si on dit qu'on a sur les concentrations, si on a refroidi, donc diminué la température, on aurait que notre perturbation, c'est que le E diminue. Ça a donc favorisé la réaction directe, ce qui fait que le A a diminué et le B a augmenté. Graphiquement, de quoi ça aurait l'air? On aurait une certaine quantité de A et une certaine quantité de B. On remarque que dans notre perturbation qui est ici, il n'y a pas eu de changement dans le A et dans le B. Donc, on ne va pas voir un pic qui monte ou qui descend. On va juste voir le retour à l'équilibre qui va être beaucoup plus progressif. Donc, on va voir le A et le B. On va voir que le A diminue et que le B augmente pour retrouver un nouvel état d'équilibre avec une flèche droite ici, comme ceci. Miranda, c'est une bonne question. Pourquoi l'énergie diminue à la fin de la réaction si le but, c'est de rétablir son état d'équilibre? Le système essaye de s'opposer à tout ça, mais il ne réussit pas complètement. Donc, il essaye d'augmenter l'énergie, mais en fait, lui, il ne fait pas juste augmenter l'énergie, il augmente à la fois l'énergie et l'autre produit, donc le B, pour retrouver son équilibre. Et donc, nécessairement, comme le retour à l'équilibre s'est fait en augmentant deux choses, nécessairement, il va avoir moins augmenté l'énergie, comme il a compensé en augmentant le B également. Donc, voilà, la perturbation est toujours plus importante que le retour à l'équilibre, même si le système essaye de s'opposer au changement, il n'y arrivera pas. On arrive maintenant à la dernière, et non la moindre, la plus complexe, c'est la pression. Donc, pour la pression, je vous rappelle, c'est qu'on va changer la concentration de tous les gaz. Ça, c'est dans la perturbation. Perturbation, mieux connue sous le nom de D. Donc, dans le D, on va changer la concentration de tous les gaz. Et après ça, il y aura le retour à l'équilibre qui va affecter les aqueux. Donc, c'est dans cet ordre-là qu'on doit le faire. La perturbation affecte juste les gaz et le retour à l'équilibre va ensuite affecter les aqueux. Si on va y aller avec quelque chose d'un peu plus complexe, donc A gazeux qui est en équilibre avec du B aqueux. On va y aller simple pour après ça pouvoir continuer, mais pour vraiment comprendre le tout. On va quand même y aller un petit peu plus complexe. Dans la perturbation, si on a augmenté la pression. Donc, augmenter la pression, on se rappelle que c'est un synonyme de diminuer le volume. Et donc, comme on a diminué le volume, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que ça a augmenté la concentration de tous les gaz. Parce qu'on a un plus petit volume, mais on a le même nombre de moles. Donc, nécessairement, ça a augmenté le A et ça a augmenté le C. Et là, on remarque que ça a augmenté de chaque côté, mais on remarque qu'il y a un 2 devant. Comme il y a un 2 devant, bien, nécessairement, ça a augmenté 2 fois du côté des C. On a davantage augmenté du côté des produits que du côté des réactifs.
Et donc, on peut voir qu'on a trop de produits. Trop de produits. Et là, on remarque que la perturbation affecte juste les gaz. Mais après ça, dans le retour à l'équilibre, comme on a trop de produits, on va favoriser la réaction inverse pour consommer ce surplus-là de produits. Ça va donc avoir comme impact de diminuer les produits au détriment des réactifs qui vont augmenter. Et on remarque qu'à l'équilibre, quand on aura atteint un nouvel équilibre, ben, ça l'a définitivement augmenté pour le A. Ça l'a définitivement diminué pour le B. Et comme la perturbation est plus importante que le retour à l'équilibre, même si on a augmenté puis diminué, c'est comme si on avait augmenté. Là, le nombre de flèches n'est pas important. Si vous me dites, là, il y a 2 flèches qui montent, je vais mettre 2 flèches, vous avez probablement raison. Cependant, comme l'objectif n'est pas de savoir si ça a augmenté beaucoup ou pas beaucoup, mais juste savoir si ça a augmenté, bien, on peut mettre une seule flèche là-dedans. Même chose pour cette flèche-là, elle est facultative parce qu'elle nous permet de voir que comme il y a 2 coefficients de C, c'est pour ça qu'elle a augmenté 2 fois. Mais si vous le mettez juste une fois, il n'y a aucun problème. Alia. Oui, ma question c'est, si exemple C, il n'y aurait pas de coefficient en avant, donc si ça aurait été un C, il y aurait pas de, comment dire, d'équation à favoriser, c'est ça? Exact. Ok, parfait, merci. On va le faire après. Si on le fait dans le tableau, on va voir que c'est exactement la même chose. Donc, A qui est gazeux en équilibre avec B aqueux plus 2C gazeux. On dira que s'il y a une augmentation de pression, on a augmenté le A et le C et on a favorisé la réaction inverse, donc le B a diminué. Et finalement, pour le graphique, là, ça c'est un petit peu plus intéressant. On remarque qu'on a le A, le B et le C. Et là, on remarque que quand je vais faire ma perturbation, ça va augmenter le A et augmenter le C. Après ça, le A va continuer d'augmenter au détriment du C et du B qui va diminuer. On remarque donc que à l'équilibre, on a plus de A au début qu'à la fin. On a moins de B, on avait une certaine quantité, puis on en a une quantité moindre. Et à la fin, on a plus de C parce que même si on en a diminué, la perturbation est plus petite que le retour à l'équilibre. Fait que voilà la base de la pression. Si on veut pousser un petit peu plus loin, comme Alium nous a dit, si c'est, mettons, 2A gazeux qui est en équilibre avec 2B gazeux plus du C aqueux. Dans notre D, on va avoir eu une perturbation que, mettons qu'on va diminuer la pression. En diminuant la pression, on a diminué la concentration de tous les gaz. Comme on a autant diminué du côté des réactifs que des produits, il n'y en a pas une des deux réactions qui est favorisée, donc ça reste à l'équilibre. Donc, au nouvel équilibre, on aura moins de A, on aura moins de B, mais on va avoir toujours la même quantité de C parce qu'on a favorisé ni un ni l'autre dans la réaction. Moussa. Est-ce que après vous pouvez faire un problème où genre c'est la quantité qui change, genre qui est modifiée? Ouais. Bien. Est-ce que dans ce cas-là, on met égal à place des 2 flèches? Genre dans le sens égal au milieu? Ici? Ouais. Non, tu mets les 2 flèches. Ok, parfait. Hamza. Monsieur, désolé, juste une question rapide. Si vous montez un peu en haut, s'il vous plaît. Je comprends que le tableau ici, c'est quand on monte la pression. Mais quand vous dites on a plus de A, c'est quoi qu'on a de plus en fait? Ben, comme on a un plus petit volume, on a le même nombre de moles dans un plus petit volume, donc on a plus de moles par litre. On est toujours en concentration là-dedans. C'est bon, merci. Moustapha, c'est la même question? Fantastique.
On va y aller avec ton exemple sur des quantités. Donc, je vais tout de suite faire le deuxième tableau. On va avoir le A qui est solide, plus du B qui est aqueux, qui est en équilibre avec du C gazeux, plus du D qui est liquide, plus, on a fait tantôt que c'était endo, en exo, donc on va faire énergie qui est de ce côté-là. Et là, on vous dit que je veux travailler sur la concentration de ça, je veux travailler sur la concentration de ça, sur la concentration de ça et sur la quantité de lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on va mettre rien pour l'énergie pour commencer. Si j'augmente la concentration, non, la concentration de B, on va le diminuer en fait. On diminue la concentration de B là-dedans, donc l'énergie n'a pas d'impact. Toutes les autres ont un impact. Et là, on remarque que ça, c'est un solide. Comme c'est un solide et on vous demande la concentration d'un solide ne changera jamais. Cependant, la quantité va changer. Et donc, on va voir après le retour à l'équilibre, ça va être quoi l'impact. On a diminué la quantité de B, donc notre perturbation, c'est qu'on a diminué la quantité de B. On remarque donc qu'on manque de réactifs. Comme on a enlevé des réactifs, il nous en manque. Et donc, ce que ça va faire comme impact, c'est que ça va favoriser la réaction inverse. Comme ça va favoriser la réaction inverse, ça va diminuer. Et ça va diminuer également. On remarque que la quantité, elle, va être affectée par l'effet sur la règle, donc sur la droite. Ça va diminuer la quantité de D, comme on a favorisé la réaction inverse. Si j'avais eu la quantité du solide, ben, comme on a favorisé la réaction inverse, ben, on a augmenté la quantité de A. Rindala. Mais si c'est un liquide, c'est pas supposé être égal, ou j'ai mal compris? Ça serait égal si on te demandait, je vais prendre une autre couleur, si on parlait de la concentration d'un liquide, la concentration d'un liquide est toujours constante, mais sa quantité peut changer. Même chose pour la concentration d'un solide, elle est toujours égale, mais sa quantité peut changer dépendant si on en a favorisé la réaction directe ou inverse. Et est-ce que ça va être précisé si c'est concentration ou quantité? Ouais, dans ta deuxième colonne en dessous de ta réaction, il va toujours être marqué si c'est en quantité ou en concentration. Ok, ça va, merci. Moustapha. Mais est-ce que c'est genre avec la concentration que ça reste égal? Est-ce que c'est seulement avec les solides et les liquides ou s'il est aqueux? Juste avec les solides et les liquides que tu dois différencier concentration de quantité. Et c'est juste avec les solides et les liquides que leur concentration ne change pas. Parce que c'est impossible de changer la concentration d'un solide ou d'un liquide. Ok, d'accord, merci. Alia. Donc, si je comprends bien, si on demande la quantité d'un solide ou d'un liquide, il faut faire comme si on les considérait comme des gazeux pour voir si ça va augmenter ou descendre. Tout à fait. Parfait, merci. Ralph. T'as plus de questions? Non, c'est correct, c'est ma question, la même question que avant. Ah, fantastique. Fait que si je vous dis, mettons, je chauffe, ben, si je chauffe, la perturbation, c'est que j'ai augmenté l'énergie. En augmentant l'énergie, ça veut dire que j'ai trop de réactifs, je vais donc favoriser la réaction inverse. Et donc, en quantité, le A va diminuer, même si sa concentration demeure constante. En quantité et en concentration, le B diminue. Le C augmente. Je ne vais pas le mettre de la bonne couleur. De cette couleur-là. De cette couleur-là pour le C qui. Excusez, je faisais tout mal. Le C a été produit. Et donc, comme on a produit du D, ça a augmenté sa quantité, mais sa concentration demeure constante. Donc, voilà pour quantité et concentration. Moustapha, tu as une autre question? C'est la même?
Non, mais j'avais une autre question. C'est que, en fait, donc, est-ce qu'avec les solides et les liquides, peu importe c'est quoi la modification, si on parle de concentration, ils vont toujours rester égales? Exact. Peu importe ça va être quoi la modification, qu'elle est mise. C'est impossible de modifier une concentration sur un. Ok, C'est impossible de modifier la concentration d'un solide ou d'un liquide. ok, d'accord, merci. Et si je veux vous piéger, ok. Par exemple, quand on diminue un produit, il faut automatiquement diminuer tous les autres produits. Non. Mais si on diminue un produit, donc, comme là, si je diminue le C, par exemple, si je diminue le C, ma perturbation, c'est que j'ai moins de C. Comme j'ai moins de C, nécessairement, il me manque de produits. Donc, comme il me manque de produits, nécessairement, je vais devoir en créer. Donc, tous les autres produits vont augmenter en quantité ou en concentration, dépendant de leur état. Par contre, tous les autres réactifs, comme on a diminué, les produits, ben, il va falloir diminuer les réactifs en conséquence là-dedans. J'espère que ça répond à ta question. Mais, Moustapha, c'était une autre question ou c'est la même? Génial. J'avais juste oublié de baisser ma main. Donc, Louis-Philippe, vas-y. Donc, en d'autres mots, là, comme par exemple, quand on diminue le C, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est comme si on voulait envoyer des réactifs de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'on va le diminuer. Moi, qu'on va diminuer les réactifs parce qu'on veut les retransformer en produits pour minimiser la perte de produits qu'on vient de faire. OK, merci. C'était bien. Monsieur, c'est vraiment un détail, mais est-ce que dans la colonne d'énergie, le X, c'est la même chose qu'un égal? Oui. Ben, en fait, non. Ok, merci. Non. En fait, le Non? X veut dire on s'y intéresse pas. Ok, merci. En fait, tu n'auras juste pas de possibilité à l'écrire à l'examen. Elle va être en noir. Voilà. Et c'est la matière. Ça, tout est la base de l'examen. Donc, on voit qu'on a travaillé sur le guide d'études au complet. On a reconnu graphiquement, on a déterminé, celle-là, je ne l'ai pas faite, donc on va le faire. Et bien, après ça, j'ai travaillé sur la différenciation entre la concentration et la quantité pour un solide. Donc, voilà, ça, je dirais que c'est 80-85% de l'examen. L'autre 15%, c'est comme plus difficile à aller le chercher parce que c'est vraiment des petites particularités de tout ça. Donc, on va voir là-dedans. On va en faire quelques-uns. Ça se peut que j'en oublie. Je m'en excuse. Je ne peux pas quand même tout revoir ce qu'on a fait en classe. Mais voilà. Si je vous dis que c'est du rouge qui est en équilibre avec du bleu et je le mets dans de la glace et ça devient plus bleu, vous devriez savoir si c'est endo ou exo. C'est quand même difficile à le faire juste comme ça. En fait, ça prend quand même une bonne compréhension de la balance, de se dire, OK, si c'est plus bleu, nécessairement, c'est que j'ai favorisé la réaction directe, j'ai créé du bleu. Donc, nécessairement, comment c'est possible? C'est parce que l'énergie est de ce côté-ci. Ce que je vous conseille fortement quand vous avez ce problème-là, c'est extrêmement facile de juste vous dire, je prends un guess, j'ai 50% des chances que ça soit là, j'ai 50% des chances que ça soit là. Fait que si je prends un guess au hasard, puis je dis que c'est endothermique, donc je vais mettre mon énergie ici. Là, ça, c'est très facile, on l'a fait plein de fois, de se dire, si je diminue l'énergie, nécessairement, j'ai diminué l'énergie, donc j'ai diminué un réactif. Retour à l'équilibre, je vais recréer de ces réactifs-là, je vais augmenter mon rouge et je vais diminuer mon bleu. Là, après ça, une fois que j'ai essayé au hasard l'énergie, je compare pour voir si c'est ça qui s'est passé dans ma situation. Ça devient plus rouge, et je dis que ça devrait être plus bleu. Conséquence,
je vais juste dire, bon, je me suis trompé et je vais mettre l'énergie de l'autre côté et c'est sûr que ça va fonctionner. Je n'ai pas besoin de le retester. Si ça n'a pas fonctionné quand c'était endothermique, ben nécessairement, c'est exothermique. En fait, tu as 50% des chances de l'avoir, puis l'autre 50% des chances de l'avoir, tu vas savoir que tu ne l'as pas eu, fait que tu vas l'avoir, donc tu as 100% des chances de réussir, et tu l'as fait beaucoup plus rapidement que si tu as analysé tout ça d'un seul coup. Moi, c'est ce que je le fais. Si vous êtes meilleur que moi, puis vous êtes capable de le voir plus rapidement, ben, faites-le, puis soyez capable de me dire que c'est exothermique ainsi. Mais moi, je le placerai au hasard. Puis soit j'ai 50% des chances de l'avoir, puis l'autre 50% des chances, je vais voir que je n'ai pas eu la bonne réponse, donc je le changerai pour avoir 100% de réussite. Tant que j'ai quelque chose qui fonctionne à 100%, je n'ai pas besoin d'avoir une autre méthode. Donc, voici ce qui s'est passé. Si j'ai mis de la glace, j'ai diminué l'énergie. En diminuant l'énergie, bien, nécessairement, il me manquait de produit. C'est pour ça qu'on a favorisé la réaction directe. On a augmenté le bleu au détriment du rouge qui a diminué. C'est pour ça que maintenant, c'est rendu plus bleu. Donc, voilà ce que vous devez être capable de faire. Si on y va avec quelque chose comme NaOH, qui est en équilibre avec du Na plus du O2 plus du H2. Ça, c'est solide. Ça, c'est aqueux. Ça, c'est solide. Ça, c'est gazeux. Et ça, c'est gazeux. Et si j'ajoute du HCl. Oui, Béatrice. J'aurais une question. Si, exemple, ouais, on ajoute du HCl, puis le NaOH, il est solide ou liquide, est-ce qu'on va quand même avoir une neutralisation? Ben, si, mettons que j'avais ça. Ouais, solide ou liquide. Est-ce qu'on va quand même avoir une neutralisation ou ça va rester égal si on parle de concentration? Ben, ces deux-là vont réagir ensemble, que peu importe l'état que ça l'est. Ok, parfait. Mais c'est juste que à cause que c'est solide, la concentration va rester pareille, mais la quantité va quand même diminuer. Exact. Et Parfait. comme la concentration va rester pareille, ben, nécessairement, ça ne va pas perturber mon équilibre. Donc, ça va faire que je reste à l'équilibre et tout ça va rester égal. Mais si on parle de quantité, ça va-tu quand même faire quelque chose? Ben, si je parle en quantité de tout, mettons, Ouais. quantité, ben, nécessairement, la quantité de lui va diminuer. Ouais. Comme la quantité de lui diminue, ça n'a quand même pas d'impact sur la vitesse, la quantité, c'est la concentration. Donc, Ok, leur quantité va rester pareille aux autres. Ok, ouais, fait que quand c'est un solide genre, qui crée comme une perturbation, les autres vont quand même tous rester pareils. Oui, parce que avoir plus ou moins de solide ou de liquide, ça n'a aucun impact sur la vitesse de la réaction. Donc, ça ne va pas favoriser ni la réaction directe ni la réaction inverse. Parfait, merci. On avait dit que c'était aqueux. Oui, allez, suivant. J'ai pas trop compris, mais en fait, ben ouais, j'ai compris, mais c'est juste si ça aurait été du H2 qui, exemple, descend, qu'est-ce que ça aurait été quoi l'effet sur le NaOH solide? Est-ce qu'il y aurait eu rien En concentration ou en quantité? en concentration? En concentration, ça n'aurait eu aucun impact s'il était solide. Ok, puis si ça aurait été en quantité? En quantité, si on diminue la quantité de H2, on manque de produits. On va donc créer des produits. Donc, on va diminuer la quantité de NaOH au détriment de la quantité de produits qui, eux, vont augmenter. Ok, parfait, merci. Mais monsieur, comment la concentration de produits peut augmenter quand la concentration du NaOH, elle peut pas vraiment donner parce que ça va rester égal? Elle peut donner. C'est juste Mais que sa concentration va rester identique. qui fait que ça pourrait être égal, flèche, direct, Défi- monte, descend, ça pourrait être ça? En concentration, Ouais. donc on est en concentration pour toutes, Mhm. on aurait eu
égale, augmente, diminue. Ok, parfait. Parce que le NaOH, on se rappelle que c'est sa concentration qui ne change pas, mais sa quantité va changer. Initialement, j'avais cette quantité-là de NaOH, puis là, à la fin, j'ai cette quantité-là de NaOH. Donc, j'ai moins de NaOH parce que tout ça s'est transformé en Na, en O2 et en H2. Parfait, merci. Monsieur Denis Villeneuve, Ouais. je comprends pas qu'est-ce que ça fait la HCl. On y revient. Ok, c'est bon. Merci. Alias, as-tu la même question? Non, désolé, j'avais juste laissé ma main. Parfait. Ouais. Donc, on va y aller en concentration pour tout. Et on avait dit que ça, c'était aqueux là-dedans. Comme le HCl réagit avec le NaOH, nécessairement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va perturber le système en diminuant la quantité de NaOH parce qu'il y en a une bonne partie qui va avoir rencontré du HCl et qui ne sera plus du NaOH, qui va devenir du NaCl et de l'eau. C'est pas important de savoir que ça, c'est totalement inutile de le savoir, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un acide réagit tout le temps avec une base, et donc la base va diminuer comme j'ai rajouté un acide. Ou l'acide va va diminuer si je rajoute une base. Donc, comme j'ai diminué la quantité de réactif, il me manque de réactif, je vais donc favoriser la réaction inverse. Et la concentration de Na, comme c'est un solide, ne change pas. Le O2 va diminuer et le H2 va diminuer. Berthe. Oui, désolé. Mais exemple, si on aurait eu un acide puis on aurait rajouté un autre acide, mais pas pareil, ça aurait-tu quand même augmenté? Ça n'aurait eu aucun impact. Mais si on aurait rajouté le même acide, ça aurait augmenté, là. Exact. Parfait, merci. Michel. Si dans les réactifs, il y aurait eu de l'eau liquide, quand on va créer, puis on veut savoir la quantité et non la concentration, quand on va en créer, est-ce que ça va faire en sorte que qu'il y a moins de H2O ou plus, parce qu'il y en aurait moins dans la perturbation parce qu'il va en devoir il va juste en avoir plus, point final. Ouais. Okay. Mais ça serait. C'est un peu poussé. Je ne te poserai pas ça à l'exemple. C'est bon, merci. Béatrice, Michel, c'est vos anciennes questions? Non, moi j'ai une nouvelle. Si, exemple, il y a du NaOH, mais il y a une base des deux côtés, est-ce que qu'on ajoute le HCl, ça va réagir avec les réactifs et les produits? Ça n'arrivera jamais. Ok, parfait. Donc, deuxième. Donc là, on remarque la particularité, c'est que l'acide réagit toujours avec une base et donc la conclusion que ça va avoir, c'est que ça va diminuer la concentration de la base parce qu'elle a réagi avec l'acide. Deuxième petite particularité que je veux parler, puis après ça, je pense qu'on aura terminé. Si on parle de dissolution et d'ion. Donc, si je parle, mettons, de HCl qui est en équilibre avec du H+, plus du Cl-. Et ma perturbation, je vous dis que j'ajoute du HBr solide. Vous remarquez que le HBr n'est pas du HCl, n'est pas du H+, n'est pas du Cl-. Vous remarquez que le HBr, c'est un acide et ça aussi, c'est un acide. Donc, ce n'est pas une réaction acido-basique. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'on est dans un milieu aqueux. Et donc, le HBr, même s'il est solide, il se séparera en ions quand on va le mettre dans de l'eau. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Bien, ça va créer du H+, et du Br-. Et tiens, du H+, tiens, du H+. Donc, l'ajout de HBr, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que ça va augmenter la quantité de H+. Comme ça l'augmente un des produits, nécessairement,
on est rendu avec trop de produits. On va donc favoriser la réaction inverse. Ça va donc diminuer le Cl-, et le HCl va rester pareil en concentration, parce que la concentration d'un solide ne changera jamais. Donc, ça aussi, ça peut être un petit piège que je vous tends. Béatrice. Mais s'il y aurait eu du H des deux côtés, ça aurait fait quoi? Il n'y aurait pas eu ça. Qui fait que c'est soit il y a du H des côtés des produits, soit des côtés des réactifs, puis il doit y avoir une substance aqueuse. Nécessairement. Ok, ouais, parfait. Est-ce que ça se peut qu'il y ait d'autres affaires comme mélangeant comme ça? Ben, je ne sais pas. C'est les deux seules réactions que tu dois être capable de savoir, la dissolution électrolytique et la neutralisation acido-basique. Ok, parfait, merci. Tu dois être capable de, mettons, je te dis du NaCl, mais tu dois être capable de dire que même s'il est solide, c'est pas que ça n'a aucun impact. Tu devrais savoir que le NaCl va se séparer en Na+ et en Cl-. Oh, tiens, du Cl-. Oh, tiens, du Cl-. Donc, même concept. Tu sais que ça a augmenté le Cl-. Comme j'ai trop de produits, ça va favoriser la réaction inverse, diminuer le H+, et augmenter, et garder la même concentration de HCl solide, mais sa quantité, elle, augmenterait. Ok, Donc, parfait, merci. voilà, je pense qu'on a fait un beau résumé de tout ça. Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous voudriez que je revoie? Hamza, vas-y. Est-ce que l'état du Cl- qu'on va rajouter, ça importe quelque chose? Genre dans la décomposition du NaCl solide. Ben, pour qu'il se sépare en ions, nécessairement, il faut qu'il soit aqueux, mais ça n'a aucun impact. C'est impossible d'avoir du Cl- liquide. OK. Et on peut laisser faire, c'est pas grave. J'ai une question. Cynthia, est-ce que ça se pourrait que les deux ions réagissent? Je ne vois pas comment c'est possible. Parce que si je t'avais dit, mettons, si j'ajoute du HCl solide, tu peux pas dire le HCl solide se sépare en ions H+ et en Cl-, donc ça va à la fois augmenter mon H+ et mon Cl-, parce que comme tu es déjà à l'équilibre, ça veut dire que tu as déjà la quantité maximale de H+ et de Cl-. Comme c'est directement le HCl qui est là, c'est directement ça. Tu n'as pas le choix de dire que la perturbation, c'est que tu as augmenté la quantité de HCl, mais la concentration n'a pas changé. Donc, tu auras la même quantité en H+ et en Cl-. Donc, voilà. Bien. Ma question, c'est si le HCl serait pas solide, ça serait gazeux ou liquide, est-ce qu'on ça va quand même se décomposer en ions? En milieu aqueux, oui. Qui fait que peu importe, vous dites d'ajouter du HCl gazeux, liquide, solide, ça va quand même se décomposer en ions. Ben, garde ton équation de base. Si dans ton équation de base, je te mets des ions, ben je te tends vers la piste que probablement que c'est par les ions que ça va se passer. Ok, parfait. Puis si on peut pas additionner, exemple, le HCl solide avec le HCl liquide. Non. Ok, parfait. Mais on a... Ok, ouais, parfait. Merci. Donc, mais je pourrais te dire, dans cette réaction-là, c'est quoi la perturbation que j'ai faite? Tu devrais être capable de me dire que comme il n'y a pas eu de plateau, c'est la température qui a changé. Comme la réaction elle est exothermique, tu devrais être capable de me dire que c'est une diminution de la température. Même concept pour ici. Tu devrais être capable de me dire que ça, c'est une augmentation de pression. Tu devrais être capable de me dire que ça, c'est une augmentation de B. Donc, reconnaître le tout. Je pourrais te demander ici
est-ce que j'ai favorisé la réaction directe ou inverse, sachant que ça, c'est ma réaction? Fait que là, tu es capable de me dire que B et C ont diminué. Donc, B et C, c'est les produits. Ouais, ça. B et C, c'est les produits. Donc, on a favorisé la réaction inverse. Voilà. Mathéo. Pour les, les conditions pour atteindre l'équilibre, j'ai toujours de la misère à trouver comment on fait pour savoir si une réaction c'est réversible. Ben, pour qu'elle soit réversible, premièrement, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une réaction. Fait que je pourrais te demander, toi qui es assis sur ta chaise, est-ce que tu es en train de faire une réaction? Est-ce que tu es à l'équilibre? La réponse est non, parce que tu n'es pas en train de devenir une chaise au même moment que la chaise est en train de devenir toi. Fait que, nécessairement, la réaction, il faut qu'elle soit présente. Donc, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'un ballon de soccer puis le pied d'un joueur va faire une réaction? Ben non, parce qu'il n'y a pas d'échange de matière qui va se faire. Et après ça, s'il y a une réaction, il faut que tu me dises, est-ce que je suis capable de voir à la fois de mes réactifs et à la fois de mes produits là-dedans? OK, mais parce que je veux juste dire, parce qu'il y a certains trucs qui sont comme plus faciles à déterminer, comme si, exemple, H2O devenait liquide devenait H2O gazeux. Comme ça, c'est plus facile. Mais quelque chose comme des éléments que un peu n'importe quoi, là. Puis je sais pas des fois ça va être quoi. Ça, Tu ne devrais pas avoir une connaissance générale très poussée pour reconnaître les réactions. OK, c'est bon, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question pour terminer? Il fallait que je vous dise que ça allait finir pour que ça pleuve. Yasmine, vas-y. Oui, en fait, moi, j'avais une question sur les graphiques. C'est que comment on fait pour savoir qu'est-ce qui est un réactif puis qu'est-ce qui est un produit? C'est impossible de savoir. OK, mais comme dans... Ben pour lui, mais me semble, vous avez dit que le B et le C, c'était des produits. Ouais, parce que je te l'avais dit. Je t'aurais donné cette réaction-là. Là. Ah, OK, mais quand qu'on sait, comment on fait pour le savoir dans le graphique? C'est impossible à déterminer par le graphique si c'est A qui est en équilibre à B plus C ou B plus C qui est en équilibre à A. OK, puis comme dans le graphique, je pourrais pas savoir que le... Ben, à cause que vous nous l'avez donné que le B, il est genre un produit. Comme est-ce que je pourrais le confirmer? Ben, non, mais tu aurais très bien pu dire que c'est B plus C qui est en équilibre avec A. Ça aurait été tout aussi bon. OK, c'est bon, merci. Mais tu dois être capable de dire que B et C sont ensemble parce que si un diminue, l'autre diminue ensemble. OK, parfait. C'est bon? Michel. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, genre, je suis encore un peu mélangée, comment à la fin, il reste le même nombre de molécules comme dans les réactifs et dans les produits, comme qui se condensent et qui se, genre le partage, disons dans la perturbation, oui, je comprends, il y en aura moins, mais à la fin. Dans les graphiques, tu peux dire? Ben, en général. En général. Okay. Ben, on se rappelle que pour l'équilibre, il faut que les réactifs se transforment en produits à la même vitesse que les produits se transforment en réactifs. Et donc, il est marqué nulle part qu'il y a besoin d'avoir une certaine quantité de réactifs et une certaine quantité de produits. Il faut juste que les deux se transforment à la même vitesse. Mettons que j'ai 2A plus B qui est en équilibre avec du C. À l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 2 fois plus de A que de B. Ça, c'est pas vrai, ça.
Ce que ça dit seulement, c'est que la vitesse de A plus B, il se transforme en C, est le même que C se transforme en A plus B. La conséquence, on ne peut pas déterminer en regardant les quantités si on est à l'équilibre ou non. Ce qu'on peut regarder, c'est est-ce que les quantités sont constantes et ne sont pas zéro. Si les quantités sont constantes et différentes de zéro, on est à l'équilibre. Si les quantités changent, on n'est pas à l'équilibre. Puis s'il y en a une des deux, le A, le B ou le C qui est égal à zéro, on n'est pas à l'équilibre. Il faut juste savoir que les quantités doivent être constantes parce que il faut qu'à la fois, le A et le B se transforment en C à la même vitesse que le C se transforme en A plus B. Mais comment les quantités peuvent être constantes si à la fin, disons, on rajoute du B durant la perturbation, à la fin, il y aurait toujours plus de B. Donc, la quantité est constante, genre ça va être droit, mais il y en aura moins qu'au début. Ici, les quantités sont constantes et différentes de zéro. On est donc à l'équilibre. Ici, les quantités ne sont pas constantes et différentes de zéro, donc on n'est pas à l'équilibre. Dans la perturbation, on n'est pas à l'équilibre. Mais une fois qu'on est redevenu à l'équilibre, on va retrouver des quantités qui sont constantes et différentes de zéro, donc on va retrouver un nouvel équilibre. OK, donc c'est pas obligé d'être la même chose que la première fois qu'on avait atteint l'équilibre. C'est juste constant, mais pas nécessairement les mêmes concentrations. Exact, tout à fait. C'est pour ça c'est ça qui me demandait. Je pensais que c'était les mêmes. C'est ça qu'on dit ici. Là. Le A va avoir plus de concentration, le B va en avoir moins, le C va en avoir plus. Mais quand on va avoir fait ces modifications-là, la vitesse de la réaction directe va redevenir égale à la vitesse de la réaction inverse, donc on va avoir un nouvel équilibre. C'est bon, merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce qu'il faut bien comprendre ce que vous venez d'expliquer? Ou genre, si on comprenait jusqu'à maintenant, c'était correct? Ben, ce qui est important de voir, ce qui est important de comprendre, c'est que pour être à l'équilibre, il faut que tes quantités soient constantes, mais la quantité que tu as de chacun de tes réactifs et des produits n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle ne change pas. OK, ouais, parfait. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous corriger, de vous mettre des 100%. C'est tellement plus rapide à corriger s'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et je vous souhaite une bonne étude et bonne chance pour votre examen. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, monsieur, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Merci, monsieur. Bye. Bonne journée.